Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes au Mondial du bâtiment et nous allons parler cet après-midi avec mes invités de rénovation de maisons individuelles. Il y a 15 millions de maisons en France, c'est la moitié du parc. Et évidemment, parmi ces 15 millions de maisons individuelles, il y en a beaucoup à rénover et à rénover évidemment de manière efficiente au plan de l'énergie et des consommations. À ma gauche, monsieur Giovanni Leca, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué de Thermorénov, membre correspondant de LCA FFB. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux organismes ? Alors, Thermorénov est une association qui regroupe des constructeurs rénovateurs et des entreprises contractantes générales qui interviennent en rénovation des maisons individuelles. Donc, toutes ces entreprises ont pour point commun de pratiquer l'équivalent du contrat de construction en maison individuelle, mais appliqué à la rénovation, donc qu'on appelle un contrat de rénovation. Alors, donc, vraiment un spécialiste de la maison individuelle. À côté de vous, Philippe Méon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Énergie et Avenir. Énergie et Avenir, qu'est-ce que c'est ? Énergie et Avenir, c'est une association qui a été créée en 1991 et qui représente l'ensemble des professionnels du chauffage à eau chaude et de l'eau chaude sanitaire. Donc ça va des énergéticiens aux professionnels du bâtiment, de l'exploitation, de la maintenance, de l'entretien. Ça comprend également les fabricants et les distributeurs. Globalement, c'est un secteur qui pèse 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 300 000 emplois, et des emplois non délocalisables. Voilà, donc vous représentez absolument toute la chaîne. Voilà, toute la chaîne. Tout le spectre. En face de vous, monsieur Jocelyn Gac, excusez-moi. Bonjour. Vous êtes coordinateur d'action intermétier, transition énergétique des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Alors normalement, on ne les présente plus, mais vous allez nous les présenter. Tout à fait, parce qu'on oublie souvent que les Compagnons du Devoir forment dans 30 métiers différents, sur 6 filières, de l'industrie aux matériaux souples. Plus particulièrement pour Batimat, on forme dans les filières du second œuvre et du gros œuvre. 3 publics, donc des apprentis de tous les métiers. Donc on forme un petit peu moins de 5000 apprentis par an à l'heure actuelle. On forme aussi donc les jeunes qui apprennent leur métier en voyageant, qu'on appelle les compagnons, les itinérants. Et on forme aussi les salariés d'entreprise. Et on le sait moins, que nous sommes aussi à l'écoute et à la disposition des entreprises pour former leurs salariés, les accompagner dans leur montée en compétences. Et on en parlera à propos de la transition énergétique et évidemment de la rénovation des maisons individuelles. À côté de vous, Jean-Pascal Chira, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Fédération nationale des appareils de chauffage. Et je vais pareil, même question. Quelle est cette Fédération nationale des appareils de chauffage ? Alors, la fédération représente en fait l'ensemble, la totalité des grossistes en équipement de chauffage et sanitaire en France. C'est une profession qui représente à peu près 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2000 points de vente, 20 000 collaborateurs, et qui se situe en interface entre les fabricants et les entreprises du bâtiment spécialisées dans le domaine du chauffage et du sanitaire. Donc vous vous intéressez beaucoup aux chaudières, entre autres. Alors, notamment et particulièrement, puisque à peu près 50% de ces fameux 7 milliards dont je vous ai parlé représentent des activités attachées à la thermique, au génie climatique. Alors, on va attaquer tout de suite notre petit débat et je vais vous demander de nous planter un petit peu le décor de la rénovation de la maison individuelle. Et si j'ai bien compris, on ne rénove pas sa maison individuelle pour faire des économies d'énergie. Alors, en partie. En fait, ce que l'on s'aperçoit, c'est que depuis une dizaine d'années aujourd'hui, puisque l'association Thermorénov a été créée à l'origine par des constructeurs de maisons individuelles, issus du principal syndicat de constructeurs LCA, qui souhaitaient s'intéresser au marché de la rénovation des maisons, mais avec une approche sur la dimension énergétique. Et ce qu'on s'est aperçu assez rapidement, c'est que si on limite notre approche, notre argumentaire à la dimension énergétique, ça ne suffit pas à convaincre les particuliers de rénover de manière globale leur logement. Qu'est-ce qu'il faut pour les convaincre ? C'est un apport de confort, c'est du bien-être, c'est du beau, de l'esthétique, de l'architecture ? C'est un peu tout ça en fait, c'est simplement répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Et les particuliers ne viennent pas nous voir pour rénover énergétiquement leur logement. Ils viennent nous voir pour améliorer leur confort, améliorer leur bien-être, leur logement tout simplement pour eux et pour les occupants. Et donc forcément ça passe par l'embellissement, par le confort, d'où la notion de confort de confort thermique derrière laquelle on retrouve la dimension énergétique justement. Mais si je fais une rénovation globale, on va dire, moi j'ai besoin de changer ma chaudière, alors je pense que je vais faire des économies d'énergie, mais vous voyez plus des gens venir voir sur du global que sur finalement un poste particulier de la maison ?
L'intérêt des particuliers à venir voir un contractant général ou un constructeur rénovateur, c'est que l'entreprise se charge de tout. C'est du clé en main. Donc c'est-à-dire que si on est sur du monolo, une action ponctuelle de remplacement d'une chaudière ou d'un remplacement des fenêtres, bien souvent les artisans seront mieux positionnés pour réaliser ce type de travaux. En revanche, dès qu'on est sur des travaux multi-lots, donc il faut intervenir plusieurs corps d'État qui vont nécessiter une coordination, un pilotage des travaux et un accompagnement en amont, là pour le coup ça devient intéressant d'avoir une seule entreprise qui se charge de tout. Qui se charge de tout et qui va faire la proposition de l'efficacité énergétique. Exactement. Alors, je vais vous donner la parole, Monsieur Méon, parce que vous, à Énergie et Avenir, vous avez fait une étude, parce que là, on vient de parler donc de rénovation globale, tout ça, ça a un coût, et vous avez fait une étude qui montre que finalement, le retour sur investissement est intéressant et assez rapide. Oui, on a remis à jour une étude qui avait été faite en 2010, et donc c'est le CETIAT qui nous a fait l'étude, et on est parti d'une maison des années 70, 100 mètres carrés, non isolés. Et on s'aperçoit qu'avec des travaux, notamment l'isolation des combles et le changement du générateur, on peut atteindre 62% d'économie d'énergie. Et c'est vrai qu'avec toutes les lois qui se sont succédées, notamment en 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui quand même donne un objectif 2030 de moins 40% de gaz à effet de serre, il est important de rénover pour consommer moins. Et on voit qu'il y a un retour sur investissement. Par exemple, une maison qui est chauffée au gaz, l'étude, on n'a pas changé d'énergie. Donc une maison qui était chauffée à l'électricité, on continue à la chauffer. Vous avez gardé le gaz, vous avez gardé l'électricité. Et on s'aperçoit que la maison, par exemple, qui était chauffée au gaz, avec l'isolation des combles, le changement par une chaudière à condensation, pour des travaux aux alentours de 6 000 €, il y a un retour sur investissement en moins de 4 ans. 6 000 €, j'allais dire, c'est pas cher. Non, mais c'est le prix qui a été constaté, c'est le CETIAT qui a fait l'étude, et on s'aperçoit qu'il y a des aides, notamment le prêt éco-PTZ, qui permet justement de financer ces travaux. De financer tes travaux. Donc globalement, si j'ai une maison qui est une passoire thermique, parce que ce que vous nous avez décrit, c'est une passoire thermique, c'est une passoire thermique. Je peux faire 60% de gains en faisant les combles et le changement de générateur. Voilà. Je commence par ça. Mais sur une maison, on va dire un peu plus tardive, années 80, années 90, où on a déjà un petit peu travaillé l'isolation, on a déjà un petit peu travaillé l'enveloppe, il y a peut-être des fenêtres à double vitrage de première génération. Et est-ce qu'on a les mêmes gains ? Est-ce que votre étude montre aussi des gains ? Non, l'étude, nous, s'est concentrée uniquement sur ce que vous disiez, les passoires thermiques, mais qui sont nombreuses. Il y en a plusieurs millions en France. Et c'est vrai que c'est là où on peut obtenir le plus grand gain au niveau économie d'énergie et même au niveau du pays. Donc nous, on s'est concentré là. Mais il est exact que quelqu'un qui aurait un générateur des années 90, aujourd'hui avec les nouveaux générateurs, que ce soit notamment les chaudières à condensation ou des chaudières hybrides, qui font petite pompe à chaleur avec une chaudière soit gaz, soit fuel, on peut obtenir aussi pas loin de 30% d'économie d'énergie. Voilà, juste en changeant le générateur qui a une vingtaine d'années. Voilà. C'est ce que on va voir aussi avec vous. Donc, il faut changer absolument le générateur. Il faut changer absolument. Vous posez la question, je vais vous répondre oui, bien sûr. Alors, oui. avec quand même une nuance, ce que je peux vous dire en termes de chiffres, c'est, vous avez dit tout à l'heure, il y a 15 millions de maisons individuelles. Si on se place d'un point de vue des nombres de chaudières en France, le parc français, c'est 13 millions de chaudières. 13 millions de chaudières qui sont existantes, parfois anciennes, mais il ne s'en remplace chaque année que 500 000. 500 000, c'est le chiffre maximum, depuis des années d'ailleurs, de remplacement. Ça veut dire que ça représente 3 à 4%, c'est ça ? 3 à 4%, ça veut dire une toutes les 20-25 ans. Donc le parc est vieux, le parc est ancien, il fonctionne pour autant, mais il a un certain taux d'obsolescence, et il est évident qu'en remplaçant des équipements qui ne sont peut-être pas complètement fichus, mais par des équipements modernes à haute performance énergétique, oui, assurément, il y a un gain. Un gain, M. Méon l'a dit, peut-être de 30%, qui est à coup sûr. Or, aujourd'hui, on voit bien que les consommateurs attendent toujours le dernier moment, c'est-à-dire la panne fatale, pour remplacer les équipements, alors qu'il y a un intérêt à le faire, il y a des opportunités à le faire également, il y a tout un tas d'aides, etc. Et qu'il suffirait peut-être que, tout au moins une partie des consommateurs, reçoivent des messages, que leur relation avec les professionnels soit se développe dans une relation de confiance, et puis à partir de ce moment-là, progressivement, on arriverait à changer un petit peu le cours des choses. C'est un souhait en tout cas que nous formulons
au niveau de notre fédération. Voilà, c'est ça, ne pas hésiter. Alors, j'allais pas dire c'est comme une voiture, mais presque, c'est ça. C'est quoi le bon changement si on ne change pas l'enveloppe du bâtiment, le générateur, il faut le changer à quel moment? 7, 8, 10 ans Oui, une moyenne de vie d'un générateur actuel, ça va se situer entre 12 et 15 ans. Mais on voit bien que nous n'avons pas les mêmes rythmes de vie entre un générateur, un équipement qui fonctionne, et le bâti. Donc c'est la raison pour laquelle parfois il est nécessaire d'abord de remplacer l'équipement parce que manifestement il est ancien, ce qui n'empêche pas de s'attacher à une rénovation du bâti. Comme M. Leca disait, on peut en même temps cumuler ou coupler des travaux de chaudière et d'isolation de combles. C'est là où on a le meilleur taux finalement de retour sur investissement. Je reviens vers vous à propos de la rénovation. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a comment vous faites un diagnostic et qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous proposez d'abord de travailler l'enveloppe? Est-ce qu'ensuite vous vous attaquez au générateur? Ou est-ce qu'il faut dire bon, autant de passer tout refaire en neuf? Comment ça se passe un peu la relation client et comment vous convainquez vos clients qu'il faut peut-être y aller beaucoup plus fort? Sachant que pour eux, ça a un coût. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. D'une part, il y a l'existant. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça date de quelle époque? Qu'est-ce qui a été fait par le propriétaire précédent? Également, le budget du client, parce que l'idéal serait de traiter le bâti, de traiter tous les équipements, mais bien souvent, le budget ne permet pas de tout traiter dans le même temps. Donc, on va analyser en fait l'état de l'existant, aussi bien au plan structurel que sur le plan thermique, et on va forcément plutôt dans un premier temps préconiser d'avoir une enveloppe de qualité, donc d'avoir un bâti qui soit performant, de façon à dimensionner le plus efficacement possible les équipements qui vont intervenir par la suite. Mais l'idéal, c'est effectivement un bâti de qualité et des équipements qui sont conditionnés, qui sont dimensionnés correctement. Parce que j'allais poser la question à tous les deux. L'équipement, son dimensionnement et son installation, et on en parlera après, qui sont aussi le plus important. C'est-à-dire, une fois que j'ai une enveloppe parfaitement isolée, il faut que mon équipement soit efficace. Et comment je le choisis? Là, c'est vrai que ça demande aux professionnels de faire un diagnostic et de voir quel est le meilleur équipement, la puissance qu'il faut en fonction de votre logement, en fonction de la surface, en fonction du lieu où vous habitez, si c'est des régions très froides ou des régions moins froides. Peut-être préciser que comme dans n'importe quel domaine de bien d'équipement, il y a un niveau, il y a technique et puis des choix. Il faut à minima que l'équipement soit à haute performance énergétique. Ensuite, on peut l'assortir d'équipements de régulation complémentaires, etc. Mais à minima, qu'il y ait un générateur qui, lui, bénéficie d'un rendement de haut niveau. Rendement de haut niveau et donc installation de haut niveau. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment et d'une maison individuelle en particulier? Je dirais qu'une fois que tous ces constats ont été faits, il faut des professionnels aguerris, des professionnels formés. Vous le disiez à l'instant, c'est aussi aux professionnels d'être en mesure de faire le diagnostic pour mettre le bon objet, qu'il soit dans l'enveloppe ou qu'il soit un système de chauffage, voire de refroidissement même, au bon endroit. Et pour ça, les entreprises ont besoin d'être formées. Je pense qu'avec le tour de table qui vient d'être fait, on se rend compte que les enjeux évoluent, les pratiques évoluent, donc il est nécessaire que les entreprises soient accompagnées dans une montée en compétences pointue pour qu'ils comprennent ces enjeux et savent l'appliquer dans leur profession. Est-ce que dans les pratiques des professionnels, on parlera des jeunes plus tard, mais qui viennent vous voir, est-ce que vous les sentez, est-ce qu'ils sont conscients des enjeux et de la nécessité de peut-être de travailler un peu mieux ensemble? On en a beaucoup parlé au moment de la RT 2012, qu'il fallait tous travailler ensemble. Est-ce qu'on y est arrivé? Et est-ce qu'on arrive aujourd'hui à gérer les différentes interfaces entre l'enveloppe et les équipements techniques? Alors je dirais de mieux en mieux. Je dirais pas qu'on est quand même encore complètement abouti sur le sujet, pour deux raisons. Parce que c'est très difficile de former l'ensemble des salariés du bâtiment qui sont aujourd'hui en activité. Nous, on croit en la jeunesse, en formant la jeunesse par porosité, on va réussir à faire remonter des bonnes pratiques dans les entreprises. On sait aussi que ça ne suffira pas. Il faut instaurer une culture de la montée en compétences dans les entreprises. Est-ce que c'est l'entreprise qui doit venir au centre de formation ou est-ce que c'est le centre de formation qui doit aller vers l'entreprise? Je pense que la deuxième solution est une des pistes aussi qui est à l'étude pour pouvoir accompagner les professionnels dans leurs problématiques quotidiennes directement sur le chantier. L'étanchéité à l'air, notamment, on parle souvent sur l'enveloppe de l'étanchéité à l'air.
elle n'est jamais mieux traitée qu'en situation pour expliquer à un professionnel à la fois quelle est la bonne façon de faire, mais aussi quelles conséquences a la malfaçon sur la globalité du chantier. Donc la formation se fait aussi sur le chantier. C'est ce que vous constatez, vous, dans les projets que vous faites, au niveau de est-ce qu'il y a eu une montée en compétences des entreprises sur le point de la rénovation énergétique et de la gestion de ces interfaces? On parle des problématiques, par exemple, de passage d'air. C'est tout le rôle justement de pouvoir porter un contrat global et d'être un interlocuteur unique. Ça veut dire qu'on va coordonner, piloter les différents intervenants. Donc que ce soit par le biais d'un maître d'œuvre, d'un architecte, d'un conducteur de travaux, quoi qu'il arrive, les travaux sont coordonnés par l'entreprise à qui le particulier a confié ses travaux. Donc là, c'est l'entreprise qui engage sa responsabilité sur la réalisation des travaux. Et donc là, cette coordination est forcément très importante. Est-ce qu'on fait du test d'étanchéité à l'air sur les bâtiments, enfin sur les maisons que vous rénovez? On le fait un peu au hasard ou systématiquement? Il y a des gens qui le demandent? Alors ça, l'étanchéité à l'air est obligatoire dans le cadre du neuf. Dans le neuf, hein, mais je veux savoir si en rénovation, ça dans se le cadre du label. Aussi. Si on a un label BBC rénovation, là effectivement le test doit être réalisé. En revanche, les particuliers qui viennent nous voir pour rénover leur logement, s'il n'y a pas de demande de label et donc d'aide régionale afférente à l'obtention d'un label BBC, très clairement, ils ne vont pas dépenser d'argent pour faire un test d'étanchéité. Après, je vous donnerai la parole. Oui, juste en complément, nous on utilise en formation la porte soufflante comme outil de contrôle d'étanchéité à l'air, comme outil pédagogique, et pas forcément uniquement dans le sens où on a l'obtention d'un label derrière. C'est pour expliquer quelle est la bonne pratique et là où les points de détail sont les plus importants à être traités. Et l'étude montre aussi qu'en travaillant sur le bâti, donc entre l'isolation, soit des planchers, soit des murs intérieurs, extérieurs, les combles, changement de générateur, on peut obtenir une maison BBC. Donc ma maison des années 70, qui était une passoire thermique, si je fais un global... Voilà, sur une maison qu'on a estimée donc 100 mètres carrés, et le coût moyen est entre 25 000 et 30 000 euros, on peut avoir une maison BBC. D'accord, en isolant, en changeant les fenêtres, en isolant les combles et en changeant les murs, en isolant le sol, en travaillant l'isolation du bâti et en changeant les fenêtres et le générateur. Voilà. Et quand vous dites 25 ou 30 000 euros, est-ce que c'est avec ce que je vais payer au final après le crédit d'impôt ou c'est vraiment la facture globale et ensuite je peux bénéficier des aides diverses? C'est la facture globale. C'est la facture globale. C'est la facture globale. Et notamment, il y a le prêt, donc éco-PTZ, qui peut aller dans ce cas-là jusqu'à 30 000 euros et qui, dans la majorité des cas qu'on a étudiés, suffit pour financer ces travaux. Sur les installateurs, j'imagine que vous travaillez tous les deux en rapport avec eux. Est-ce qu'il y a des actions particulières de formation pour les aider à mieux, bien régler les appareils, apporter de la maintenance? Parce que j'imagine aussi qu'au niveau de la maintenance, on va pouvoir réaliser des économies d'énergie. Parce que si on a un appareil qui finalement, au bout de 5 ans, on ne l'a pas entretenu, il ne va pas fonctionner correctement. Oui, nous travaillons en étroite relation avec les organisations professionnelles, en l'occurrence du métier du bâtiment, que ce soit la CAPEB, la FSB. D'ailleurs, ils sont partenaires dans nos organisations. Nous travaillons ensemble à la fois à accompagner les montées en compétences au travers des solutions qui existent en termes de formation de type FIBAT, en termes de qualification de type RGE. Nous sommes promoteurs de ces solutions parce que ça apporte une garantie de professionnalisme en fait sur le marché. Vous parliez de maintenance, je vous donne un chiffre qui n'est pas neutre du tout. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 13 millions de chaudières, il y en a à peine 2/3 qui sont entretenus régulièrement, alors que depuis 2009, il y a une loi en France qui impose à ce qu'un générateur soit entretenu. Pourtant, ils ne le sont pas tous, ils sont 2/3. Donc il y a 1/3 qui sont mal entretenus et qui forcément peuvent générer du mauvais rendement ou des pannes. Donc on se rend bien compte qu'effectivement, il y a un besoin de communiquer et de sensibiliser non seulement les pros, mais également les particuliers aux nécessités de la qualité. Voilà, la prise de conscience n'est pas uniquement du côté des professionnels, mais elle est aussi du côté de celui de l'utilisateur qui va utiliser. Il faut le responsabiliser un petit peu. Vous êtes d'accord avec ça tous? Oui, d'ailleurs, Énergie et Avenir, on a fait un guide de la maintenance l'année dernière. On s'est aperçu également qu'une chaudière bien entretenue, c'est 10% de consommation de moins. Par rapport à une chaudière avant même de la changer finalement. Hein. Oui, donc déjà, je veux dire, ça paye l'entretien, rien que de faire entretenir sa chaudière. Le coût de l'entretien, on le retrouve au niveau, on peut le retrouver au niveau confort et on le retrouve aussi au niveau économie d'énergie.
Et ce qu'on peut retrouver au niveau commercial aussi, c'est la relation entre l'artisan et son client, de l'accompagner à utiliser son matériel comme il faut pour éviter ce qu'on appelle l'effet rebond, notamment, c'est-à-dire un constat de non-diminution des consommations énergétiques parce que le matériel est soit mal utilisé, soit on arrive sur des phénomènes de surchauffe. Et la relation entre l'entreprise bien formée et le client permet justement au client d'avoir une bonne compréhension de sa rénovation. De sa relation et de l'ensemble en fait, de ce que lui va pouvoir avoir comme gain énergétique en changeant sa chaudière ou tout simplement en l'entretenant correctement. Alors on arrive un petit peu au terme de notre échange. Je vais vous demander une conclusion un petit peu à chacun sur ces thématiques de rénovation de la maison individuelle et de comment bien réussir son projet. Donc si vous avez un conseil à donner, que ce soit aux particuliers ou alors aux professionnels, profitez-en, c'est le moment. Quel est le conseil que vous donneriez tous pour réussir une rénovation énergétique de sa maison individuelle? On commence par vous. Alors, ça serait simplement de profiter de toutes les occasions d'intervention sur la maison pour embarquer des travaux énergétiques. Je dirais qu'on pourrait, au moment des mutations, d'une transaction immobilière, au moment d'un événement familial, lorsqu'on a une naissance, qu'on a besoin de plus d'espace, qu'on souhaite tout simplement améliorer son confort, avoir une maison qui soit mieux adaptée aux espaces qu'on peut attendre aujourd'hui en termes de luminosité, des espaces qui sont plutôt ouverts et pas fermés comme les maisons anciennes. Donc toutes ces interventions sont des occasions de faire des travaux d'embellissement, mais également d'embarquer des travaux énergétiques, mais aussi, pourquoi pas, de préparer l'avenir et de penser à bien vieillir chez soi pour ses vieux jours, par exemple. Oui, moi je pense que c'est vrai que souvent en France, on attend que l'appareil soit cassé pour le changer. On voit par exemple que les Allemands n'ont pas du tout cette façon de faire et qu'ils changent leur matériel beaucoup plus souvent. Et moi je pense que le particulier, contrairement à une voiture où on se fait plaisir ou une belle cuisine, le particulier peut-être changer son générateur ou faire des économies d'énergie, ça ne lui vient pas à l'esprit. Mais quand on voit le retour sur investissement, je crois que c'est un bon investissement, d'abord pour la planète et aussi pour les finances des particuliers. Pour les finances du ménage. Parce qu'avec les économies qu'on va faire, on va peut-être pouvoir s'acheter une voiture un peu plus performante ou une voiture électrique. Votre conclusion? Alors, en guise de conclusion, je vais prendre un exemple parce que j'ai échangé avec un compagnon charpentier il n'y a pas très longtemps qui me disait que son client était monté sur l'échafaudage et lui montrait sur sa tablette un extrait du DTU en expliquant au charpentier que ce qu'il est en train de faire n'était pas bon. Par chance, ce compagnon charpentier connaissait très bien le DTU et lui a expliqué que dans le cas qu'il était en train de mettre en œuvre, ce que lui montrait son client ne s'appliquait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les clients, de plus en plus, s'informent, peut-être parfois à raison, peut-être parfois avec certaines de la formation un peu mal comprise, peut-être aussi, parce que trop technique. Mais que l'artisan, aujourd'hui, s'il veut conserver ses chantiers, s'il veut conserver un petit peu son activité, doit continuer à monter en compétence sur ces nouvelles technologies, sur ces nouvelles techniques, les réglementations, et puis vous le disiez, les crédits d'impôt, etc. C'est aussi l'artisan qui devient l'interface entre le monde administratif et le client. Donc pour ça, j'encourage vraiment les entreprises à continuer à se former pour continuer à développer leur chiffre d'affaires et leurs compétences. Et se former sur ce secteur qui pour eux est un marché, j'allais dire, colossal. Complètement. Et puis c'est un marché qui risque pas de diminuer parce que, comme le disait monsieur, elles existent ces maisons et il faudra bien en faire quelque chose. Tout à fait. Monsieur, votre conclusion. Merci. Alors comme on a un créneau de parole, c'est l'occasion de passer un message amical aux instances publiques, puisque vous le savez, nous sommes en discussion de projet de loi de finances 2018. Ce qui est important, notamment en matière d'aide fiscale, c'est la stabilité. C'est bien sûr de maintenir ce qui existe, ce qui marche, de ne pas stigmatiser telle ou telle solution ou telle énergie, ce qui peut être parfois tentant, mais au contraire de donner au monde professionnel et au monde des consommateurs l'impression d'une bonne maîtrise du sujet. Ce qui est important, c'est somme toute à la fois la qualité bien sûr des équipements et la qualité de la mise en œuvre, nous l'avons dit, parce que c'est ça qui va garantir au final la qualité du service rendu. Je veux juste rajouter, toutes nos études sont téléchargeables gratuitement sur notre site Énergie et Avenir. D'accord, donc on pourra les voir. Donc si j'ai bien compris, une rénovation bien faite et globale et qui apporte du confort, des appareils de chauffage efficaces, des entreprises qui travaillent correctement et une stabilité au niveau des aides dans la politique publique.
Eh bien, écoutez, merci. Merci beaucoup d'être venu participer à ce petit échange sur Batijournal TV. C'est donc une vidéo à retrouver sur notre site, Batijournal TV, et sur le site de notre partenaire, qui est France Bois Forêt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.